Cuba vient d'approuver à La Havane la plus grande ouverture économique depuis la révolution de 1959 et cette décision a eu l'effet d'un aveu accablant pour tout le continent. L'Assemblée nationale cubaine a approuvé à l'unanimité plus de 175 réformes qui ouvrent la voie aux banques privées, à l'investissement étranger, aux entreprises avec participation au capital, à la vente de biens publics et à l'embauche de plus de 100 employés par des entreprises privées. Cela s'est produit le 18 juin 2026 après des mois de pression des États-Unis. Des sanctions plus sévères, un blocus du carburant, une crise énergétique, un manque de nourriture, des coupures de courant et la fuite des entreprises étrangères. Le régime de Miguel Díaz-Canel a encore tenté d'habiller le changement avec un discours socialiste, mais la pratique a montré autre chose. La dictature cubaine a reconnu que l'État, trop lourd, ne parvient plus à subvenir aux besoins de l'île. Raúl Castro a soutenu la précipitation des mesures, Manuel Marrero a défendu le marché comme un outil efficace et Washington a clairement indiqué qu'il allait encore observer si cela représente un véritable changement ou simplement un maquillage pour survivre. Qu'a réellement accepté Cuba? Pourquoi la dictature s'est-elle précipitée? Comment Trump a-t-il resserré l'étau sans envahir la Havane? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. La décision a été prise à l'intérieur de l'Assemblée nationale de Cuba, à La Havane, avec le soutien du Parti communiste et de Raúl Castro, qui pèse encore dans les coulisses du régime. Selon Reuters, les députés ont adopté un large ensemble de mesures, considérées comme le plus grand changement du modèle socialiste cubain depuis l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro. Le gouvernement a présenté les mesures comme une mise à jour du système, mais le contenu approuvé indique une ouverture que la gauche latino-américaine a passé des décennies à dire qu'elle n'accepterait jamais. Les changements touchent le cœur de l'économie cubaine. Le paquet ouvre la voie au développement immobilier privé, permet aux entreprises d'État d'être transformées en sociétés commerciales avec des actions et une participation privée. Il autorise les banques privées dans le secteur financier et il autorise la vente de biens de l'État à des entreprises et à des particuliers, y compris aux Cubains vivant hors de l'île. En pratique, la Havane s'est mise à rechercher l'argent qu'elle diabolisait auparavant. Le régime qui considérait le libre marché comme une menace court désormais après lui comme après une bouée de sauvetage. Manuel Marrero, Premier ministre de Cuba, a été celui qui a présenté les mesures aux législateurs lors d'un long discours. Il a reconnu que le marché peut servir d'instrument efficace pour l'allocation des ressources. Cette phrase a du poids parce qu'elle vient de l'intérieur de la structure communiste cubaine, pas d'opposants en exil ni d'analystes extérieurs. Lorsque le gouvernement qui contrôle les prix, la production, le commerce et la propriété commence à accepter davantage le marché, il admet que le contrôle absolu a échoué. Díaz-Canel a tenté de contrôler le récit. Il a déclaré que Cuba ne renonçait pas au socialisme et a insisté sur le fait que l'île continue de faire face au blocus le plus long de l'histoire. Mais ce discours n'efface pas le fait principal. Le régime a approuvé des mesures qui réduisent la domination de l'État et augmentent l'espace du capital privé. C'est pourquoi la nouvelle a tellement dérangé la gauche qui a toujours présenté Cuba comme une vitrine de la résistance. La vitrine s'est fissurée de l'intérieur. La pression des États-Unis est devenue centrale dans ce tournant. Depuis janvier, la politique de Trump s'est durcie contre Cuba, surtout dans les domaines de l'énergie et des finances. Le Council on Foreign Relations a souligné que la limitation de l'envoi de pétrole a aggravé la pénurie de carburant, augmenté les prix et intensifié les coupures de courant. La Maison-Blanche a également publié le 1er mai 2026 un décret exécutif visant des secteurs tels que l'énergie, la défense, les métaux, l'exploitation minière, les services financiers et la sécurité de l'économie cubaine. C'était un message de puissance économique, pas uniquement diplomatique, qui a impacté la vie quotidienne. L'AP a indiqué que les coupures de courant se sont étendues dans des quartiers de la Havane et que des habitants ont protesté en frappant sur des casseroles. L'ouverture révèle aussi l'ampleur du désespoir pour obtenir de nouveaux fonds. Le gouvernement veut attirer des investissements étrangers, permettre davantage de commerce direct, donner plus d'autonomie aux entreprises et aux municipalités et créer des canaux financiers moins contraignants. L'AP a indiqué que le paquet prévoit également plus de place pour les entreprises privées, des importations et exportations sans intermédiaire étatique et même l'arrivée de chaînes de restauration rapide. Pour une île façonnée par la centralisation, c'est une rupture profonde, tant symbolique que pratique.
Raúl Castro est également entré dans cette équation. Reuters a rapporté qu'il a été inculpé aux États-Unis le 20 mai 2026 pour des accusations liées à l'abattage d'avions d'exilés cubains en 1996. L'accusation a accru la pression de Washington sur la haute direction historique du régime. Quelques semaines plus tard, le même Raúl Castro s'est montré favorable à l'adoption rapide des réformes économiques. Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis, avait déjà déclaré en mars que Cuba avait une économie qui ne fonctionnait pas et un système politique incapable de la réparer. Cette déclaration est presque devenue le reflet de ce qui vient de se passer. La Havane n'a pas ouvert son économie par amour pour l'entrepreneuriat. Elle l'a fait parce que le modèle était bloqué. Elle l'a fait car la population subit des coupures de courant. Elle l'a fait à cause de la fuite des entreprises et de la dévaluation de la monnaie. Elle l'a fait car sans carburant ni crédit, le discours idéologique ne remet pas le courant, ne remplit pas les rayons et ne paie pas les factures. J.D. Vance a également réagi avec prudence au nom de la Maison-Blanche. Il a dit que l'administration allait observer ce que Cuba ferait et qu'une décision intelligente pourrait mener à une meilleure relation avec l'île. Cette phrase montre clairement que Washington n'a pas considéré la réforme comme une victoire totale du régime. Les États-Unis veulent voir des actions concrètes, pas seulement des promesses sur le papier. Pour Trump, Cuba doit prouver que l'ouverture va au-delà du discours. Le gouvernement américain lui-même a abordé les réformes avec méfiance. L'évaluation communiquée à la presse était que la Havane pourrait essayer de donner l'apparence d'un changement sans offrir une véritable liberté. Et c'est là que la pression continue. Ouvrir une banque privée, vendre des biens de l'État et attirer des investisseurs étrangers ne signifie pas automatiquement libérer les opposants, permettre une presse libre ou mettre fin à la répression. L'ouverture économique montre la faiblesse du modèle, mais le changement politique dépend encore des faits. Malgré cela, l'impact symbolique est énorme. Cuba a toujours servi d'hôtel idéologique à la gauche latino-américaine. Pendant près de 7 décennies, le régime a vendu l'idée que l'État contrôlant tout serait supérieur au marché. Aujourd'hui, face à la crise, l'élite communiste elle-même a dû autoriser des mécanismes capitalistes pour tenter de survivre. Cela renforce l'argument de Trump et de ses alliés. La pression fonctionne lorsqu'elle touche le portefeuille, le pétrole, le crédit et l'élite qui soutient le régime. La réforme touche également le récit international. Pendant des années, les gouvernements alliés de la Havane ont attribué tous les problèmes de l'île aux seules sanctions. Les sanctions pèsent, mais la crise cubaine découle aussi de la bureaucratie, du contrôle étatique, de la faible productivité et de la peur de la liberté économique. Même Díaz-Canel a reconnu que tous les échecs ne peuvent pas être attribués au blocus. Cet aveu affaiblit l'excuse automatique utilisée pour protéger la dictature des critiques. Ce qui s'est passé à Cuba montre comment une dictature vieillissante tente de survivre lorsqu'elle perd sa marge de manœuvre. Le régime n'accorde pas une concession généreuse au peuple, il essaie simplement de respirer. Il essaie d'attirer des capitaux sans perdre le contrôle politique, il essaie de vendre une ouverture sans admettre la défaite. La réaction dans les rues est un mélange d'espoir et de lassitude. Beaucoup de Cubains veulent travailler, entreprendre, importer, vendre, acheter et vivre sans dépendre d'une autorisation de l'État à chaque étape. D'autres doutent que le régime applique réellement ses propres mesures, comme il l'a déjà fait lors de réformes précédentes. Ce doute est justifié. Parce que l'élite cubaine a l'habitude d'ouvrir la porte quand elle est à bout de souffle et d'essayer de la refermer dès qu'elle retrouve de l'oxygène. La différence maintenant, c'est que Trump a changé le coup de l'attente. La pression des États-Unis ne s'est pas limitée à une note diplomatique. L'Union européenne a aussi intensifié la pression en exigeant des réformes économiques et politiques et en condamnant la répression à Cuba, isolant davantage la Havane. La dictature a commencé à entendre des exigences venant de Washington, de Bruxelles, de la diaspora cubaine et de son propre peuple, fatigué de vivre à la limite. Lorsque plusieurs fronts exercent une pression en même temps, la propagande ne parvient pas à tout contenir. Cuba veut le capital qu'elle critiquait, mais refuse la liberté liée à une économie ouverte. Elle veut l'argent du marché sans permettre aux citoyens d'avoir un réel pouvoir contre l'État. C'est pourquoi la pression doit continuer. Donald Trump a imposé à la Havane d'abandonner son idéologie pour affronter la réalité économique, montrant ainsi sa domination sur l'échiquier. La dictature a approuvé la plus grande ouverture depuis près de 70 ans, non pas par conviction, mais par nécessité.
L'île, symbole du communisme, cherche désormais des outils de marché pour éviter de sombrer. Et quand même Cuba s'ouvre aux banques privées, aux investisseurs étrangers et aux entreprises bénéficiant de plus de liberté, il devient difficile pour les socialistes d'Amérique latine de prétendre que le modèle étatique absolu a triomphé. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés chaque jour en disant la vérité. Les liens vers les actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Mets un j'aime sur cette vidéo, abonne-toi et à la fin, consulte les commentaires pour t'impliquer davantage avec la communauté Milson Alves.